ça coûte rien d'essayer. Il n'y a que les gens qui n'essaient pas, qui ne demandent pas, qui n'ont rien. Donc autant se lancer et voir. Et pas se dire si je rate, je réessayerai. C'est se dire je le fais une fois et ça passera. Moi je me suis dit ça pour les concours, je le fais une fois. Si je réussis, c'est que je suis fait pour. Si je réussis pas, c'est pas grave. C'est que j'étais pas fait pour ça. Bon ben, ça a fonctionné, ça veut dire que je devais être fait pour ça. Et puis comme j'ai dit, il faut croire en ses capacités et pas se donner le droit à l'échec en fait. C'est se dire que quoi qu'il en soit, ça passe. Et ça passe tout le temps, parce que quand on se donne les capacités, ça passe. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Connaissez-vous la SAED, la section d'aide à l'engagement débarqué ? Pour en savoir plus sur cette unité de commando apparue assez récemment au sein des régiments d'infanterie, nous avons rendez-vous avec le lieutenant Philippe, chef de section de la SAED du 2e REI, le régiment d'infanterie de la Légion étrangère dont nous vous avons déjà parlé dans l'épisode numéro 58 de notre podcast à travers un passionnant entretien avec son chef de corps de ce régiment. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site defensezone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour lieutenant, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis le lieutenant Philippe, j'ai 35 ans, je suis marié, 3 enfants et je suis chef de section SAED au 2e régiment étranger d'infanterie à Nîmes. C'est quoi la SAED ? La SAED, c'est la section d'aide à l'engagement débarqué, c'est la section spécialisée, on va dire, plus dans les actions dans les zones lacunaires pour toutes les actions du régiment. D'accord. Concrètement, ça va être quel type de mission sur le terrain une fois en OPEX ? Ça peut être des missions de type renseignement ou choc, ce qu'on peut appeler choc et feu. Renseignement pour lever des doutes pour nos chefs avant qu'ils puissent lancer une action de grande envergure ou choc pour faciliter justement en détruisant s'il faut ou en s'emparant d'un point particulier pour faciliter l'action et la manœuvre régimentaire. D'accord. La SAED, j'ai cru comprendre que c'était un peu les commandos de l'infanterie, un peu comme il y a les GCP, les commandos parachutistes ou les commandos montagne dans la brigade montagne. Effectivement, c'est la section qui tend à terme à se familiariser avec tout ce qui est GCP, GCM. Donc c'est un peu les fils des anciens GCI, les groupements commando d'infanterie qu'on retrouvait dans tous les régiments d'infanterie, sans spécialisation type parachutiste ou troupes de montagne. Et oui, on est, pour ainsi dire, la section commando du régiment. Donc où on y retrouve forcément des personnels qui sont sélectionnés, qui sont particulièrement bien entraînés, formés, encadrés. Enfin, généralement, c'est, si on peut dire, l'élite du régiment qui est justement bien sélectionnée par rapport à ses spécificités, les spécificités des missions qu'on leur demandera. D'accord. Comment elle se passe la sélection justement ? Comment on fait pour sélectionner cette élite ? Alors, on se base sur ce qui existe déjà forcément, comme les GCP, GCM sont plus anciens que nous là-dessus. On se renseigne alors auprès d'eux pour savoir comment eux ils ont fait, mais c'est des tests physiques déjà, pour avoir une base, psychotechnique, en combat, en théorie, sur tout ce qui peut être demandé à un équipier AED, pour en gros savoir s'il fait partie des meilleurs de sa catégorie ou si c'est juste quelqu'un qui est venu pour essayer. Et la sélection fait qu'on trie quand même suffisamment bien les personnels qui nous rejoignent. Est-ce qu'il y a, comme pour le GCP, un stage Jetberg, l'équivalent à SAED ? Non, justement, on n'a pas le Jetberg comme les GCP, GCM, mais on a des formations. On est en train, là, avec la 6e brigade légère blindée, de monter le groupement d'aide à l'engagement amphibie. Et du coup, on centralise toutes ces formations afin de permettre de lisser la formation au sein de tous les régiments qui font partie de la brigade pour les engagements éventuels de ce groupement amphibie. Et on fait plusieurs camps où les procédures AED sont lissées par le SNEC, le Centre national d'entraînement commando, et les doctrines d'emploi de l'infanterie. D'accord.
Au final, les SAED, c'est quelque chose de tout récent, au regard si on compare au GCP, au commando montagne. Effectivement, c'est tout récent, ça a une dizaine d'années, donc on est encore des bébés, si on peut dire, dans le domaine, mais on grandit assez vite grâce aux expériences et au retour d'expérience GCP-GCM pour permettre à terme de prendre avec eux les missions, au même titre que les missions Falco qui sont en train d'être jouées, où les GCM et les GCP sont binômés avec des SAED. D'accord. Vous avez pu prendre part à une opération Falco ou pas encore? Pas encore. Moi, j'ai intégré la SAED récemment dans le titre de la montée en puissance pour coller justement au schéma GCM-GCP. Cependant, à terme, je risque d'être projeté sur des missions Falco. En quoi consiste la mission Falco? C'est dans le prolongement de ce que font les GCP et les GCM déjà sur place à partir de Gao? C'est ça, c'est l'aide pour eux, justement, pour qu'on puisse prendre la relève s'il y a besoin et qu'on puisse soulager un petit peu la charge de travail GCM-GCP afin qu'ils puissent être potentiellement déployés sur d'autres missions d'une autre envergure ou d'un autre type. D'accord. La SAED, il y a une section, il y a une SAED dans chaque, enfin non, pas dans chaque régiment d'infanterie. Si, dans chaque régiment d'infanterie. Ok. Et du coup, là, on est au sein de la Légion étrangère, au 2e RUI. Est-ce qu'il y a une particularité au niveau de la Légion? Est-ce qu'on demande des choses en plus à un légionnaire pour faire partie de la SAED ou c'est quand même calqué sur un schéma armée de terre? C'est calqué sur le schéma armée de terre, on va dire, pour tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est poste et tout ça. La spécificité de la Légion, où on va demander le petit truc en plus, c'est forcément qu'ils parlent français. Mine de rien, ça peut paraître bête, mais on a quand même des légionnaires qui viennent des 4 coins du monde et qui ne s'expriment pas forcément très bien français au début. Donc ça fait partie des prérequis, effectivement, qu'on demande, que l'équipier ou le candidat parle suffisamment bien français pour simplifier tout le travail à fournir. Comme pour les GCP du 2e REP, où cette section, cette spécialité est vue comme un petit peu un aboutissement, parce que c'est la sélection de la sélection de la sélection, on va dire. La SAED tend vers ça aussi, à devenir l'échelon supérieur en termes de le Graal en quelque sorte que viserait un engagé volontaire. Est-ce que vous avez déjà des retours à ce niveau-là? Oui, effectivement, il y a au niveau des projections où quand le légionnaire vient s'engager, lui ce qu'il voit c'est l'aventure, c'est partir au combat éventuellement et tout ça. La SAED est plus projetée que les autres, est plus projetable. On a beaucoup plus de missions plus différentes et qui collent peut-être un peu plus à l'imaginaire qui fait rêver. De par aussi les équipements spécifiques qu'on perçoit, au même titre que les GCM et les GCP. Donc effectivement, quand on est déployé à côté d'une unité d'infanterie, d'une compagnie de combat basique, on va dire, on est différencié de par notre tenue, de par notre matériel. Et effectivement, comme tout enfant qui s'engage à l'armée, le commando fait rêver. Et du coup, effectivement, je pense que le légionnaire là-dessus, plus il nous voit équipés et faire des missions intéressantes, il voit ça comme le Graal, arriver à intégrer la SAED pour faire des missions intéressantes. Vous, c'est quelque chose qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant, peut-être, le côté commando dans l'armée? Quand j'étais jeune, effectivement, oui, c'est le côté qui faisait rêver un petit peu. J'ai un de mes grands-parents qui était dans les commandos lors Deuxième Guerre mondiale, Indochine-Algérie, donc forcément j'ai grandi là-dedans. Et oui, ça me faisait rêver quand je me suis engagé, c'est ce que je voulais faire. Et effectivement, là j'ai réussi à intégrer une section spécialisée comme celle-là, donc c'est un peu un aboutissement, oui, effectivement. Vous êtes un lieutenant qui n'est pas issu de Saint-Cyr, comme beaucoup d'officiers de carrière. Ça a été quoi votre parcours pour arriver jusqu'à lieutenant? Alors moi, je suis lieutenant de recrutement OAEA, donc les derniers recrutements. Maintenant, le concours a changé, on appelle ça les ODS. Je suis passé lieutenant en 2019-2020. Et avant, j'ai commencé dans l'armée régulière en tant que sous-officier. J'ai commencé sergent, où je me suis engagé au titre de l'infanterie. J'ai rejoint le 16e bataillon de chasseurs. Et j'ai effectué ma carrière de sous-officier normalement, on va dire. J'ai fait sergent, chef, adjudant. Donc j'ai été chef de groupe, sous-officier adjoint et chef de section.
Et dans une volonté de renouveler un peu et repartir, relancer un peu d'intérêt dans le travail, remettre un peu de difficulté pour pas s'empâter entre guillemets, j'ai voulu passer les concours officiers, ce que j'ai réussi. Et à la sortie de l'école officier, dans la même logique de renouveler un peu tout ça, je suis rentré à la Légion étrangère en tant que lieutenant. C'est super comme parcours ça. C'est plutôt pas mal, oui. Ouais. Ça fait beaucoup de changements d'un coup, j'imagine, de passer de sous-officier à officier, et puis officier, de sous-officier à officier de Légion en plus. Oui, c'est deux mondes, c'est deux salles, deux ambiances, comme on dit. C'est au même endroit, mais différent. Mais on rentre dans le moule assez rapidement. La Légion étrangère est bien reconnue pour ça, effectivement. Et au début, ça pique, comme on dit. Hein. On perd tous nos repères, mais on est guidé avec bienveillance pour justement s'intégrer au mieux et faire tourner la boutique le mieux possible. C'est quoi qui vous plaît le plus dans la Légion étrangère? Alors bizarrement, moi la Légion, comme m'a dit un des officiers supérieurs quand je suis arrivé, la Légion c'est l'armée d'il y a 20 ans. Et c'est l'armée moi qui m'a fait rêver, comme je le disais, par mon grand-père. Et je retrouve ces codes qui ont été petit à petit perdus, je vais dire, dans la régulière, mais qui perdurent justement à la Légion étrangère. Et qui tiennent bon et qui resteront comme ça, je le pense. Par rapport à... J'aimerais bien qu'on revienne sur la partie formation et exigence qu'il y a pour intégrer une SAED. Comment on fait pour un jeune qui nous écoute là, et qui aimerait intégrer une section comme ça, un peu commando? C'est quoi les conseils que vous aimeriez lui donner pour se préparer à l'aguerrissement, à acquérir un peu de force physique, peut-être être capable de percuter aussi? C'est quelque chose qui s'apprend, ça? Le physique, de toute façon, après on n'est pas tous égaux là-dessus. Il y a un physique de base, mais ça c'est chacun se voit et est honnête avec soi-même. Et c'est plus l'état d'esprit en fait qui est recherché dans ce type de section, à mon sens. C'est ne pas lâcher et justement se remettre souvent en question et être capable d'analyser correctement sans se mentir à soi-même, comme je disais, sur est-ce que je suis bon à ce moment-là ou est-ce que je ne suis pas bon? Est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que je ne suis pas dans les clous? Si on n'est pas capable de faire ça, à mon sens, ça ne sert à rien de vouloir se présenter parce que c'est une certaine maturité à avoir. Le physique, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut progresser, il suffit de s'entraîner. C'est plus ou moins long suivant les personnes, mais un physique, ça s'obtient avec du travail. La mentalité, c'est quand même beaucoup plus dur. Donc si on n'est pas là pour les autres et qu'on n'est pas là pour se remettre en question et être capable d'écouter les conseils, que ça vienne du dessus ou du dessous, on n'est pas à notre place dans une section comme celle-là, qui est quand même un fonctionnement particulier par rapport au reste des autres sections dans l'armée de terre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par fonctionnement particulier? Il y a beaucoup plus de cadres dans la section. Il y a un niveau fonctionnel qui est différent. On va demander, par exemple, moi, ma fonction, je suis intégré à la SAED, je suis lieutenant, mais je ne suis que chef de groupe. Chef de groupe, dans une section de combat, c'est sergent. Un sergent à la SAED est un chef d'équipe, un équipier. Donc en gros, chacun, par rapport à son grade, se voit descendre d'un cran au niveau fonctionnel. Cependant, ce qu'on va lui demander, c'est d'être efficace sur le niveau au-dessus. Donc un sergent moi chef de groupe, je fais fonctionner toute la section. Un sergent dans la section qui est chef d'équipe ou équipier, on va lui demander de faire tourner le groupe, voire la section, au même titre que moi, quand je vais y aller, je vais avoir un discours, au même titre qu'un CDU auprès du chef de corps. Donc, comme on est sous les ordres directs du chef de corps, c'est la difficulté à avoir et du coup les dialogues sont différents parce que comme il y a beaucoup de cadres, on ne peut pas se comporter, c'est pas un niveau hiérarchique qui va du bas vers le haut. Il y a des fois c'est plutôt horizontal et tout le monde est capable d'avoir des bonnes idées et d'entendre les bonnes idées quand elles sont sorties au bon moment. Voilà. Contrairement à, même s'il y a un chef qui tranche, contrairement aux compagnies de combat où là effectivement celui qui est en bas de la chaîne alimentaire n'a pas trop de droit de parole. Ce qui est fait aussi pour que ça fonctionne correctement. Mais chacun a ses spécificités par rapport au combat qui l'engage.
C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de liberté, peut-être un peu plus de liberté qui est attribuée à cette unité-là, un peu comme les forces spéciales. Au final, on les laisse un peu tranquilles sur certaines choses au niveau de la hiérarchie pour qu'ils soient plus efficaces sur leur mission. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. C'est celui qui sait qui dit et qui peut avoir la bonne parole. C'est pas forcément le grade ou la fonction qui dira que c'est comme ça qu'on doit faire. Et ça, dans la Légion, ça peut se faire aussi? Parce que la Légion a cette réputation de sacraliser quand même la hiérarchie, les officiers, etc. Donc, Ça se fait effectivement, ça se fait, ça se joue, mais on demande beaucoup plus de crédibilité justement. Parce que pour avoir un droit de parole, de base il faut être crédible, et la Légion étrangère qui est très attachée à justement ce fonctionnement hiérarchique autorise un droit de parole, mais oui, sous réserve d'avoir une crédibilité acquise par le passé. C'est pas quelqu'un qui sort et qui dit, qui balance à voix haute son idée comme ça. Ça fonctionne pas. Mais ça, c'est un travail justement dans l'encadrement auprès des jeunes. Par rapport à la Légion étrangère, la grosse différence à la SAED, c'est qu'on on demande une autonomie à la moindre personne qui est intégrée à la section. Il doit être autonome, se débrouiller tout seul, sans avoir à poser les questions, comment je fais ci, comment je fais ça. Cette autonomie-là, on lui donne, on lui fait travailler. S'il n'arrive pas à l'avoir, malheureusement pour lui, il va devoir quitter la section à un moment donné parce qu'il ne fera pas l'affaire. Dans ce processus-là, forcément, la Légion laisse faire un petit peu, mais c'est quand même compliqué. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués comme ça à la base. Et justement, est-ce que la SAED recrute des légionnaires tout neufs, entre guillemets, qui sortent de la FTS, ici par exemple au 2e RUI, de la formation technique de spécialité? Alors ça a pu arriver, si ça arrive, et ça pourrait arriver encore, hein, pourquoi pas, c'est des profils bien particuliers qui correspondent en tout point aux éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Hein. Donc ils ont un passif, ils ont de l'autonomie, ils sont assez mûrs, ils ont un niveau physique qui correspond. Donc chacun a son passé, donc surtout à la Légion étrangère, contrairement à la régulière où le jeune qui vient s'engager, il peut sortir de chez papa et maman. Donc on a ça à la Légion, mais des fois aussi, le jeune, entre guillemets, engagé, il peut avoir 36 ans et 10 ans d'armée chez lui. Donc il a un passif, on peut s'asseoir justement et prendre ses connaissances pour pouvoir le recruter au plus vite. Mais c'est quand même très très rare et on essaie d'avoir des jeunes qui font leurs armes auprès des compagnies de combat, qui montrent ce qu'ils valent et après qu'ils puissent nous rejoindre une fois qu'ils ont un peu plus d'expérience et qu'ils connaissent le système dans lequel ils sont. Et comment ça se passe une fois que le jeune commence à se sentir prêt? Il y a un certain nombre d'ouvertures, des inscriptions entre guillemets par an ou... Alors généralement on essaie de faire des recrutements, des tests de sélection une fois par an. Je dis bien on essaie parce que ça dépend des besoins aussi. Hein. Si la section, on a un nombre de places allouées, hein. Si elle est pleine, on ne recrute plus. Après, le jeu de la vie fait que des gens partent, des gens viennent, c'est comme ça. Donc tous les ans, on essaie de recruter un petit peu. Et suivant les besoins, les sélections sont dirigées en ce sens. Si on a plus ou moins besoin de cadres, de militaires du rang, de jeunes engagés, de plus anciens. Mais à peu près une fois par an, il y a des tests de sélection. D'accord. C'est beaucoup de francophones qui rentrent dans la SAED? Parce que comme j'imagine qu'il faut avoir un niveau assez important peut-être pour intégrer. On est à, je dirais, 50-50. Enfin, quand je dis francophone, c'est des gens qui étaient soit français, quand ils sont engagés dans la Légion, ou qui parlent bien français. C'est ça, c'est 50-50. On a un peu de toutes les nationalités. Mais comme j'ai dit, à la base, il faut qu'ils parlent bien français. C'est pour ça que si c'est des jeunes, généralement c'est des francophones qui arrivent à nous rejoindre assez jeunes. Si c'est des plus anciens, c'est parce qu'il leur a fallu un peu plus de temps pour parler, avoir un niveau de français suffisamment bon pour pouvoir intégrer. Mais là, on est sur du 50% dans les deux. D'accord. C'est quoi la doctrine d'emploi de la SAED? Vous êtes aux ordres du chef de corps, c'est ça? Oui, on est aux ordres du chef de corps et on est là pour, entre guillemets, lui faciliter la vie sur tous les besoins qu'il aurait.
Donc concrètement, en OPEX, par exemple, ça se matérialiserait comment? C'est le chef de corps qui est chef du GTD, par exemple, et qui va qui va vous embarquer avec lui dans le dispositif? On est dans le dispositif sans vraiment l'être. En gros, la doctrine d'emploi, c'est le chef de corps nous demande un effet à obtenir que lui estime pour que ce soit du renseignement, comme j'ai dit, ou une action de choc, de feu, ou cet effet à obtenir, on est plutôt libre au niveau de la réalisation. On a les équipiers qui sont formés pour qu'on soit le plus autonome possible. On essaie d'agir en pion plutôt insubmersible, comme on dit, donc c'est-à-dire qu'on peut être projeté soit dans le feu direct avec tout le régiment, soit à une avance de phase pour permettre l'engagement du régiment, ou alors complètement derrière les lignes ennemies, à se faire oublier, et justement à avoir des actions sur l'ennemi pour faciliter par-delà l'action du régime. D'accord. Donc on est vraiment dans tout le spectre où le chef de corps a besoin qu'on soit. Et est-ce que vous pouvez potentiellement être aux ordres de l'échelon au-dessus, ou par exemple venir en soutien des opérations du COS, des forces spéciales? Force spéciale, non, mais au échelon au-dessus, au niveau de la brigade, oui. Comme je disais, dans le cadre du GAEA, donc l'engagement amphibie, on a fait dernièrement des manœuvres dans ce sens, où justement les différentes unités de la brigade fournissent, donc les SAED, les PAE pour les régiments de cavalerie, les plongeurs de combat, les fouilles opérationnelles pour le génie, les artilleurs, on intègre tout et on fait une grosse section, une grosse unité avec tous ces spécialistes justement et ces commandos entre guillemets de chaque régiment qui ont leur PAE pour justement agir et faire les missions qui sont demandées par la brigade. Donc on peut être effectivement sous les ordres directement de la brigade. Ça c'est ce qui est à terme devrait tendre, au même titre que les GCP, GCM. Pour venir sur la SAED, on parlait d'équipements particuliers. Vous avez quoi en plus de ce qu'aurait un légionnaire dans une section de combat traditionnelle? Alors nous, on a accès au plan d'équipement des unités spécialisées, au même titre que les GCP, les GCM. Donc en gros, on a des casques différents qui sont plus adaptés aux missions qu'on pourrait avoir. On a les sacs à dos, l'armement, les optiques. Tout est calqué sur le modèle GCP-GCM par rapport à ce plan d'équipement des unités spécialisées. Donc on a un panel beaucoup plus grand que les unités, on va dire, régulières. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il existe des passerelles ensuite pour l'échelon au-dessus qui serait les forces spéciales? Est-ce qu'il y a des recrutements qui se font, des détections, ou des échanges même? Non, à ma connaissance, non. C'est des recrutements ouverts comme dans la régulière, les recrutements unités spécialisées. Après, les candidats qui le souhaitent, qui sont dans les conditions, donc là, c'est un peu plus différent comme on est à la Légion étrangère. Mais les gens qui souhaiteraient faire ces recrutements particuliers lèvent la main et le disent. Et après, il n'y a pas d'échange particulier d'entraînement conjoint ou de choses un peu informelles Pour les missions Falco, effectivement, il y a les entraînements conjoints avec les équipes GCM, GCP avec qui on va travailler. Mais sinon, il n'y a pas d'échange plus que ça avec les forces spéciales. On est vraiment dans un spectre séparé. D'accord. Je pose toujours cette question à la fin. Je voulais un peu poser sur les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui s'engage dans cette voie-là. Peut-être pour quelqu'un qui pourrait suivre un peu votre parcours, c'est-à-dire qui s'est engagé au titre d'un engagé volontaire ou en sous-officier et qui aimerait devenir officier. Quel conseil vous lui donneriez? De travailler, se remettre en question tous les jours, parce que rien n'est acquis, et pas se dire je suis trop vieux ou je suis trop jeune, avoir confiance en soi, ses capacités, et quoi qu'il arrive, ça coûte rien d'essayer. Il n'y a que les gens qui n'essaient pas, qui ne demandent pas, qui n'ont rien. Donc autant se lancer et voir, et pas se dire si je rate, je réessayerai,
C'est se dire je le fais une fois et ça passera. Moi, je me suis dit ça pour les concours. Je le fais une fois. Si je réussis, c'est que je suis fait pour. Si je réussis pas, c'est pas grave. C'est que j'étais pas fait pour ça. Bon, ça a fonctionné. Ça veut dire que je devais être fait pour ça. Et puis, comme j'ai dit, il faut croire en ses capacités et pas se donner le droit à l'échec, en fait. C'est se dire que quoi qu'il en soit, ça passe. Et ça passe tout le temps, parce que quand on se donne les capacités, ça passe. Est-ce qu'avec le recul, vous pouvez dire que c'est moins dur que ce que vous imaginiez? C'est pas moins dur, c'est différent. Il y a des difficultés là où on ne s'attend pas, et il y a des choses qu'on s'imagine, et en fait qui n'arrivent jamais. Donc c'est pas moins dur, c'est différent. Faut toujours s'attendre à une surprise. Voilà. Faut toujours être prêt, comme la devise du régiment le dit, à tout ce qui peut se passer. Et c'est pour ça qu'il faut souvent se remettre en question et se poser les bonnes questions. C'est un très bon conseil pour conclure cet entretien. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.